Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour les pronostics de SummerSlam 2017, le deuxième plus gros show de l'année à la WWE. Je vais essayer d'être le plus rapide possible, je vais vraiment essayer de perdre le moins de temps dans cette vidéo parce que voilà, il y a beaucoup de matchs, que ce soit à SummerSlam et pour NXT TakeOver Brooklyn. Ça fait presque 20 matchs en cumulant les deux shows. Donc je préfère vous prévenir tout de suite, la vidéo risque d'être vraiment très longue. Prévoyez de quoi manger, de quoi boire, mettez-vous bien, parce que très clairement, je le sais d'avance que cette vidéo va être plus longue que d'habitude. Pour WrestleMania, ça avait duré environ 50 minutes. Enfin bref, voilà, prévoyez de quoi boire et manger, mettez-vous bien. Donc, avant de parler de SummerSlam, je vais parler d'NXT TakeOver Brooklyn numéro 3. Donc voilà, comme d'habitude, quand je pronostique les pay-per-views de NXT, si jamais vous ne suivez pas NXT et que ça ne vous intéresse pas, je vous invite tout simplement à avancer la vidéo d'environ 5 minutes. Mais écoutez, je vais pas perdre plus de temps et donc je vais commencer les pronostics. Donc on va attaquer cette carte de TakeOver Brooklyn édition numéro 3. Avec un match qui me hype quand même bien comme il faut. Ce sera Johnny Gargano face à Andrade Cien Almas. Donc voilà, premier match en solo en pay-per-view pour Johnny Gargano suite à la trahison de Tommaso Ciampa qui malheureusement est blessé. Parce que du coup, s'il n'était pas blessé, on aurait eu Gargano face à Ciampa. Ça aurait été absolument énorme. En plus de ça, on va être à Brooklyn. Je vous laisse imaginer l'ambiance qu'il y aurait eu. Donc c'est vraiment dommage qu'il se soit blessé. Je suis plutôt content de ce qu'ils font en ce moment avec Andrade Cien Almas, avec l'ajout de sa manageuse qui s'appelle Thea Trinidad. Je sais plus exactement c'est quoi son nom à NXT. Pour la petite anecdote, c'est la femme de Austin Aries. Donc voilà, c'est un match que j'attends, parce que même s'il n'y a pas de titre en jeu, que la rivalité n'est pas très personnelle au final, ça va donner vraiment un bon match. J'aime bien les deux catcheurs. Et voilà, tout simplement, j'attends ce match avec impatience. Je pense que ça peut être limite le show stealer de ce takeover. Pour ce qui est du résultat, je vois une victoire de Johnny Gargano. Malheureusement pour Andrade Cien Almas, c'est pour moi un catcheur très très mal utilisé. Je pense qu'il mérite une meilleure utilisation, une meilleure mise en avant. Mais malheureusement, voilà, depuis son arrivée, on peut le dire, c'est un flop. Et à mon avis, Andrade Cien Almas ne va pas rester à la WWE une fois que son contrat sera terminé. Je le vois partir ailleurs malheureusement parce que c'est vraiment un catcheur que j'apprécie. Ensuite, le deuxième match, donc ce sera Aleister Black face à Hideo Itami. Grosse affiche. Encore une fois, c'est un match que j'attends bien évidemment. Je veux dire quand même, ça donne envie, hein, on va pas se le cacher. D'un côté, on a un catcheur qui est très bien booké depuis ses débuts à NXT. Un catcheur qui risque d'avoir un très très bel avenir à la WWE. Et de l'autre côté, c'est un peu comme pour Andrade Cien Almas, Hideo Itami, c'est un peu l'inverse. Alors lui, c'est pas tout à fait comme Andrade Cien Almas, ce qui lui a malheureusement valu une place dans le main event de NXT, et même, je pense même, un titre de champion NXT, ce sont ses blessures, malheureusement. Donc c'est vrai qu'il a été assez malheureux de ce côté-là. Mais voilà, c'est une affiche qui donne quand même grave envie. Je pense que ça peut être un excellent match entre les deux. J'aime vraiment beaucoup Aleister Black. J'aime plutôt bien Hideo Itami dans un ring, donc les deux ensemble, ça risque de vraiment donner un match cool. Pour ce qui est donc du résultat, je vois une victoire de Aleister Black en fait, avec son Black Mass qui est en train de devenir, je crois, l'un de mes finishers préférés. J'aime beaucoup le Black Mass parce que c'est un peu comme le RKO en fait. Il peut le sortir vraiment out of nowhere, n'importe quand, et ça, c'est cool. Ensuite, le troisième match donc, de ce takeover, donc, ce sera le match pour les NXT Tag Team Championships. On aura les Authors of Pain, les champions, face à Sanedy. Donc, affiche quand même assez surprenante, puisqu'on aura heel contre heel, NXT roster principal confondu. Ça doit faire une éternité qu'on n'a pas eu ça. En tout cas, ça me vient pas en tête comme ça, mais c'est quand même assez rare qu'on ait heel contre heel à la WWE. J'aime plutôt bien ce qu'ils ont construit au niveau de la rivalité. J'ai trouvé ça plutôt cool. Notamment quand Sanity avait déchiré les feuilles du livre des Authors of Pain. Non, j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Alors, c'est pas la rivalité de l'année non plus, faut pas exagérer. Mais j'ai trouvé que ça avait grave fait le taf en fait.
Et donc, pour ce qui est du résultat, je vais pronostiquer une victoire de Sanity. Et je pense donc qu'on va avoir un changement de titre. Parce que on est d'accord que les Authors of Pain, c'est un peu comme si vous voulez, c'est un peu les Brock Lesnar de la division Tag Team. C'est-à-dire que les mecs sont intouchables du fait de leur gabarit. Et voilà, vous avez beau avoir eu Revival et DIY contre eux, ils ont quand même réussi à sortir vainqueur du match. Donc à mon avis, je sais pas comment, mais je pense qu'il va y avoir une distraction ou une connerie comme ça, mais je vois pas Sanity en fait gagner clean. Je pense qu'il va y avoir une intervention ou un délire comme ça, une distraction à l'extérieur. Et je vois Sanity gagner. Et du coup, cette victoire de Sanity pourrait, comment dire, équilibrer un peu le niveau des équipes du côté de NXT. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là, mais c'est quand même grave surprenant comme affiche. Parce que moi, je me souviens que je pensais qu'on allait avoir les Authors of Pain contre les Heavy Machinery. Et finalement, on l'a eu en weekly. Donc voilà, heel contre heel, j'ai envie de vous dire why not. Au moins, ça change. C'est un match que j'attends. C'est pas le match que j'attends le plus de ce pay-per-view. Mais c'est un match qui donne quand même envie. Donc voilà, je vois une victoire de Sanity dans un match qui s'annonce cool, je pense. Donc voilà. Ensuite, l'avant-dernier match de ce Takeover Brooklyn, donc ce sera pour le NXT Women's Championship. On aura Asuka, The Empress of Tomorrow, contre Ember Moon. Petite précision d'ailleurs, tant que j'y pense, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a seulement 5 matchs qui ont été annoncés pour ce Takeover. Si jamais il y a un match que je ne cite pas dans cette vidéo, c'est juste qu'en fait, je tourne cette vidéo avant le dernier NXT de cette semaine. Donc si un match est rajouté à la dernière seconde, ce qui est grave possible, voilà, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler, c'est que voilà, au moment où je tourne cette vidéo, il y a seulement 5 matchs d'annoncés. Bref, donc Asuka face à Ember Moon, les deux s'étaient déjà affrontés dans le passé, j'avais bien aimé leur match, et ensuite donc Ember Moon s'est blessée. Pendant ce temps-là, Asuka s'est amusée entre guillemets avec Nikki Cross, Ruby Riott et tout le roster en fait. Et donc voilà, revanche entre Ember Moon et Asuka. Je suis vraiment hypé pour ce match parce que très clairement Asuka a un règne de championne women's absolument incroyable. Elle vient de dépasser les 500 jours de règne, ce qui est monstrueux. Voilà enfin une championne women's qui est putain de crédible, bordel de merde. Et sincèrement, je vous dis franchement, c'est le match où je suis le plus indécis de la soirée parce que je sais vraiment pas ce qu'ils vont faire. D'un côté, je me dis que si c'est pas Ember Moon qui remporte le titre face à Asuka, je sais pas qui va le faire. Et moi je me dis qu'en fait, si Ember Moon ne gagne pas, je pense que Asuka va monter dans le roster principal en tant que championne NXT comme Paige à l'époque. Et je pense que du coup, elle serait obligée de rendre la ceinture vacante, tellement elle est forte en fait. Parce que concrètement, si Ember Moon ne remporte pas la ceinture, qui viendra la battre? C'est la question que je vous pose, sincèrement. Sincèrement, je sais pas, parce que je me dis que si jamais Asuka perd et que Ember Moon devient championne, ça va être un grand moment, parce que forcément, c'est aussi ça, je veux dire, on se plaint souvent que les règnes, que ce soit du côté des women's ou bien même du côté des mecs, que les règnes sont pas forcément très longs. Et dès qu'on a un règne qui est quand même assez long et qui est bon en plus de ça, il y a toujours les gens qui se plaignent en mode oui, c'est trop long. Je veux dire, on n'est jamais content en fait. Les fans de catch sont jamais contents. Quand on a des règnes qui sont trop courts, c'est pas bien. Et quand les règnes sont trop longs, c'est pas bien. Là, je vais vous expliquer un truc. Si jamais Ember Moon bat Asuka, elle va recevoir une putain de pop. Et ça va être un putain de grand moment. Facile top 5, top 3 même des plus grands moments dans l'histoire de NXT. Parce que c'est un règne qui dure depuis plus d'1 an et demi. Je sais pas si vous imaginez. On parle en plus de ça des women's. Encore du côté des mecs, on a été habitué à avoir des règnes entre guillemets qui étaient quand même longs comme ça entre guillemets, même si c'est rare aussi. Mais je veux dire, du côté des women's, j'ai pas souvenir d'avoir vu un règne aussi long, quoi, dans l'ère moderne en tout cas. Et si Ember Moon lui prend le titre à Asuka, le Barclays Center va littéralement exploser et ça va être un immense moment. Donc, moi, si vous voulez mon avis, si je devais choisir, j'aimerais qu'Asuka reste invaincue et monte dans le main roster en tant que championne. NXT toujours invaincue. Je trouverais ça absolument énorme, mais je ne pense pas. Je pense que Ember Moon va prendre la ceinture à Asuka. Ça va être un gros moment, un très très grand moment. Je peux me tromper, et je vous le dis franchement, je suis très très indécis au niveau de ce match, parce que pour moi il est très très dur à pronostiquer.
mais ça s'annonce être très bon et je ne peux que vous conseiller de regarder ce match. Et enfin, le main event de ce NXT TakeOver Brooklyn numéro 3. Donc ce sera pour le NXT Championship. Donc ce sera le match entre Drew McIntyre et le champion Bobby Roode. D'ailleurs, note à part tant que j'y pense, je vous ai dit que pour moi ça allait être le main event. Si jamais Ember Moon doit devenir championne, je pense que ça devrait être ce match-là en main event. Voilà. Note à part, j'avais juste envie de placer ça là comme ça. Bref, donc alors, Roode contre McIntyre. Je pense qu'ils auraient dû rajouter Roderick Strong. Parce que du coup, ce qu'ils auraient pu faire, c'est faire conserver Bobby Roode en pinant Roderick Strong. Comme ça, on aurait pu avoir le match 1v1 entre Roode et McIntyre lors du prochain TakeOver. Et là, on aurait eu la victoire de Drew McIntyre. Là aussi, c'est pas évident à pronostiquer. Parce que je vois totalement Bobby Roode conservé. Comme je peux très bien voir une victoire de Drew McIntyre. Ce match est vraiment pas facile à pronostiquer. Pour ce qui est de la qualité du match, je pense qu'on aura un bon match. Voilà, ce sera pas le match de la soirée, mais je pense qu'on aura un bon petit match entre les deux. Et pour ce qui est du résultat, je vais me mouiller et je vais pronostiquer une victoire de Drew McIntyre. C'est-à-dire que du coup là, je vous ai pronostiqué 3 changements de titre, ce qui serait énorme, ce qui paraît peut-être même peu probable, mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Et c'est aussi ça la magie de NXT. Au-delà du fait que les takeovers ne déçoivent jamais, c'est beaucoup plus compliqué de pronostiquer les takeovers que les pay-per-view du main roster. Et c'est aussi ça la magie de NXT. Donc voilà, je vois une victoire de Drew McIntyre qui sera donc le nouveau champion de NXT. Et ça s'annonce être plutôt cool comme match. Donc voilà, bilan de cette carte de NXT TakeOver. Qu'est-ce que j'en pense ? Encore une fois, on a une carte qui est quand même vachement solide. Il n'y a aucun match qui me laisse indifférent. Il n'y a aucun match que je n'attends pas. Je suis hypé comme un malade pour ce pay-per-view. J'attends ce pay-per-view beaucoup plus que SummerSlam. Et je pense que tous ceux qui regardent NXT sont de mon avis. Mais franchement, la carte est folle. Il y a des matchs qui me donnent grave envie. On peut vivre un moment historique avec la défaite de Asuka. Donc c'est un pay-per-view que j'attends. Bien évidemment, vous aurez bien évidemment la review de ce pay-per-view. J'essayerai de la poster dimanche. Et si je ne peux pas, vous l'aurez dans la semaine comme d'habitude. Mais bien évidemment, c'est un pay-per-view que j'attends avec grande impatience. Donc n'hésitez pas à donner vos pronostics de TakeOver Brooklyn numéro 3 en commentaire. Mais écoutez, on va pouvoir attaquer donc la carte de ce SummerSlam 2017 qui sera donc blindée de matchs. Apparemment, pour le moment, il y a très exactement 12 matchs. Les matchs étant dans le pré-show n'ont pas été précisés, je crois. Attention, je dis bien je crois que le match pour le Cruiserweight Championship a été annoncé dans le kick-off. Il y avait également des rumeurs, beaucoup de rumeurs qui annonçaient Uso New Day dans le kick-off. J'ai été sur www.com, j'ai essayé de trouver, à l'heure en tout cas où j'ai regardé pour faire cette vidéo, il n'y avait aucun match annoncé dans le kick-off. Donc voilà, je voulais juste à vous le préciser. Donc on va attaquer les pronostics de ce pay-per-view. Je vais essayer de faire vite parce que 12 matchs c'est long. Donc premier match, donc celui-là à mon avis, il y a de grandes chances qu'il finisse dans le kick-off. Ce sera le match pour le Cruiserweight Championship. On aura donc Akira Tozawa, le nouveau champion Cruiserweight. Ça a d'ailleurs été très surprenant face à Neville. Alors, match qui me donne envie. Voilà, le match à Raw n'était pas exceptionnel. Après, c'est parce que c'était à Raw. Malheureusement pour eux, je ne pense pas qu'ils seront du show principal. Ce qui est dommage parce que très clairement, ça n'aurait pas été volé. Pour moi, il y a des affiches qui ont moins leur place dans le show principal. Mais bon, bref. Je ne suis pas Booker, je ne suis pas Vince McMahon. J'ai vu d'ailleurs qu'apparemment Neville avait perdu la ceinture puisqu'il compte prendre du repos après SummerSlam. Donc du coup, ça rend le pronostic du match beaucoup plus simple. Donc du coup, je vois tout simplement une victoire de Tozawa qui va donc conserver le Cruiserweight Championship. Par contre, derrière, je ne sais pas du tout qui ils vont lui donner comme prochain challenger. Mais ça devrait donner un match plutôt sympa pour le kick-off. Et puis voilà, et pour ceux qui voudraient connaître mon avis, Neville a eu un très très bon règne en tant que champion Cruiserweight, mais c'est vrai que Tozawa, moi ça me dérange pas. J'aime plutôt bien ce qu'ils font avec Titus O'Neil, Titus Worldwide,
J'aime plutôt bien ce qu'ils font avec lui parce qu'on va pas se le cacher, en tant que catcheur, sa carrière elle était dead. Et le fait de le mettre en manager avec Apollo Crews et tout le machin, franchement, je trouve que ce qu'ils font de lui actuellement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, une victoire de Tozawa qui ne m'a pas dérangé. Donc voilà, je vois Tozawa conserver la ceinture. Ensuite, alors le deuxième match, on va rester à Raw, donc ce sera pour le Raw Women's Championship, un match qui a été changé du coup, puisqu'on aura Alexa Bliss, la championne, face à Sasha Banks, de Boss, qui a donc battu Nia Jax cette semaine pour avoir un match de championnat. À la base, on devait avoir Alexa Bliss face à Bayley, mais Bayley s'est blessée. Pour moi, le match entre Alexa Bliss et Sasha Banks est logique. C'est pour ça que c'est sûr que la blessure de Bayley, c'est pas cool pour elle, hein, mais je vous dis franchement, je suis content qu'on ait Banks face à Bliss plutôt que Bayley face à Bliss, parce que pour moi, c'est logique. C'est le match qu'on aurait dû avoir dès le début. Il n'y avait pas besoin d'avoir Bayley face à Banks à Raw pour déterminer la challengeuse. Pour moi, ça n'avait aucun putain de sens. Banks avait perdu à cause de Bliss qui s'était fait décompter à l'extérieur lors de Great Balls of Fire. Pourquoi refaire un match? Pourquoi redéterminer une challengeuse? Banks a dominé Bliss, elle était à ça de gagner, elle s'est faite screwed par Bliss, c'est tout. Banks contre Bliss, c'était l'affiche à faire à SummerSlam. Pas besoin de faire de redéterminer une challengeuse. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Pour ce qui est du match en lui-même, c'est un match que j'attends. Parce que voilà, leur match à Great Balls of Fire était plutôt cool. Là, on va être à SummerSlam, peut-être qu'elles vont encore nous réserver 2-3 prises en plus. Donc ouais, c'est un match que j'attends. Et pour ce qui est du résultat, je vois un changement de titre. Je vois une victoire de Sasha Banks. Moi, je pense que ce qu'ils devraient faire avec Bayley et Sasha Banks, c'est que tu fais gagner Sasha à SummerSlam. Tu lui donnes un bon petit run, le temps que Bayley revienne en fait. Et pendant le run de Bayley, c'est-à-dire avant que Bayley revienne, tu fais tourner Sasha. Sasha turn heel en cours de route. Et comme ça, quand Bayley revient, tu peux faire Bayley face à Sasha Banks. Et voilà, on a vu ce que ça a donné à TakeOver Brooklyn il y a 2 ans de ça. Déjà, putain, 2 ans, ça passe vite. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Donc, je vois une victoire de Sasha Banks dans un match qui s'annonce plutôt sympa. Ensuite, on aura un match que je n'attends pas. C'est même pas par rapport au fait que j'apprécie ou non les catcheurs, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste leur booking qui fait que j'en ai absolument mais rien à foutre. Ce sera le match entre le Demon King, Finn Balor, et The Ether of World, Bray Wyatt. Juste des petites précisions à faire. Bon, alors déjà de 1, annoncer le Demon King, je trouve ça débile. Genre, mais totalement débile. C'est-à-dire que, voilà, la dernière fois qu'on a vu le démon, c'était à SummerSlam l'année dernière. Et je me suis dit, bon, peut-être ils vont pas l'annoncer, comme ça va nous faire peut-être un mini effet de surprise. Même si c'était cramé hein, qu'on allait l'avoir, hein, je veux dire, mais non, les mecs ils te l'annoncent comme ça, donc déjà, good job WWE, ils ont tué le peu de suspense qui restait. Et surtout, mon coup de gueule par rapport à ce match, c'est que on l'a eu à Raw. Est-ce qu'on peut m'expliquer qu'est-ce qui est passé par la tête des bookers pour se dire, bah, on va donner un match gratuitement à Raw 6 jours avant leur match à SummerSlam. Surtout qu'en plus, cette bande de neuneux, ils nous précisent quoi pendant Raw? Attention, hein, Wyatt Balor, c'est la première fois, first time ever. Bah justement, pourquoi tu fais pas ça à SummerSlam? Ça n'a aucun sens. Ce sont des abrutis. Je suis désolé. Le mec qui a eu l'idée de faire ça est un abruti. C'est pas défendable. C'est pas défendable, c'est complètement débile de faire ça. Ça sert à quoi de faire ça? Vous imaginez si on a Conor McGregor contre Floyd Mayweather dans un show tout pété, 5 jours avant leur grand match, je crois c'est le 26 août, un truc comme ça? Ben c'est pareil, les gens vont dire mais attends c'est complètement con. Ben là c'est pareil, ça n'a aucun putain de sens. Bref. Donc je n'attends pas ce match parce que j'en ai absolument rien à faire. Ce match aurait eu lieu en 2015, je vous aurais tenu un discours totalement différent. Mais actuellement on a un Bray Wyatt qui a un booking absolument dégueulasse. Et de l'autre côté on a un Finn Balor qui depuis son retour n'a rien fait d'incroyable. Hein. Il n'a pas un booking foufou. Donc c'est pas un match que j'attends. Et pour ce qui est du résultat, ben, ça me paraît évident, ils vont faire gagner Finn Balor. De 1 parce qu'il va revenir en démon, et de 2 parce qu'on a SummerSlam et que Wyatt a gagné à Raw. Booking 50-50, donc Balor va gagner. Voilà, ça va faire une victoire chacun. Et on aura très certainement un rematch entre les deux au Raw du lendemain. Voilà, c'est prévisible as fuck. Donc, next.
Ensuite, alors le prochain match, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce sera un match entre Big Cass contre le Big Show avec une petite stipulation bien cool, hein, MDR. On aura Enzo Amore qui sera suspendu au-dessus du ring dans une cage à requins. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Est-ce que quelqu'un attend ce match? Est-ce que quelqu'un est investi dans l'un des deux catcheurs, que ce soit Big Show ou Big Cass? J'en ai rien à branler, j'en ai rien à foutre. Je ne peux pas vous le dire autrement. Ce match n'a rien à branler à SummerSlam. On s'en branle, on s'en fout. Big Cass, il me sort par les trous de nez. Le mec n'a aucun putain de charisme. Il a... Sa musique est dégueulasse. Son in-ring sucks. Qui change d'habit parce que sa couche culotte XXL, ça va pas, c'est plus possible. Au micro, ces 2 dernières semaines, ça a été un peu mieux qu'avant, parce qu'avant, il ressemblait à un robot, le mec. Big Cass n'est pas prêt pour un push solo. Et les gens qui se plaignaient de Reigns en 2015, tout ça, là, les gars, c'est 10 fois pire. Hein. Il est totalement dégueulasse, Big Cass. Hein. Donc voilà, je vais pas vous le dire 100 fois, j'en ai rien à foutre de ce match. Pour ce qui est du résultat, c'est prévisible as fuck qu'ils vont faire gagner Big Cass parce que c'est le jeune talent, que Big Show il est en fin de carrière et que le géant ancien va mettre en avant le géant nouveau. Voilà, c'est prévisible, putain de merde. Il y a même des rumeurs qui annoncent peut-être un Enzo Amore qui trahirait le Big Show et qu'on aurait une reformation de Soft en heel. Les gars, si ça arrive, je rigole. Ça n'a aucune cohérence. Les gars ne savent pas quoi faire. Et vraiment, les mecs, j'ai l'impression qu'ils tatillonnent. Un coup, ils font ça. En fait, ils essayent des trucs. Ils voient que ça se casse la gueule. Du coup, ils rebroussent chemin. Eh ben, si jamais on a ça, ça voudrait dire que la WWE n'a aucune putain d'idée pour Enzo Amore et Big Cass. Et bah, c'est triste pour eux, mais j'ai envie de vous dire, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc voilà, pour moi, ce match n'a pas sa place à SummerSlam. À la rigueur, vous mettez ça en kick-off, je m'en bats les couilles. Mais bref, voilà. Ensuite, on aura, alors là, ce match-là, je vais être expéditif, on aura Randy Orton contre Rusev. Build-up approximativement proche de 0. Hein. Il y a quand même beaucoup de rivalité, hein, où la build-up est absolument horrible. Pas pour les mêmes raisons, en plus de ça. Bliss Banks, la rivalité est presque inexistante. Balor Wyatt, c'est juste la build-up est là, je peux pas me plaindre, même si j'aime pas, j'accroche pas à la rivalité, la build-up est là. Big Cass, Big Show, la rivalité est là, mais alors qu'est-ce que c'est mauvais. Et Rusev Orton, bah elle est presque inexistante, hein, on peut se le dire. Donc ce match, je vais être expéditif. Randy Orton reste sur 3 défaites de suite face à Jinder Mahal en pay-per-view. Je serais très surpris s'il perdait encore une fois. Je vous dis franchement, ça fait 3 défaites de suite en pay-per-view face à Jinder Mahal pour Randy Orton. Donc je vois Orton gagner face à Rusev. Le résultat logique serait de faire gagner Rusev. Maintenant, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire de Rusev, hein, c'est aussi ça le truc. Est-ce que la WWE compte sur Rusev pour le mettre en avant dans les prochains mois, ou est-ce que ils n'ont pas de plan pour lui? C'est toujours pareil. Même si je pense qu'on aura peut-être un Styles de Rusev dans le futur pour le titre US. Donc voilà, je vois une victoire de Randy Orton, mais je n'attends pas ce match. Même si le match va peut-être être cool, c'est même pas une question de qualité de match, mais je l'attends pas. Ensuite, on aura le match pour les SmackDown Live Tag Team Championships, match qui est très fortement pressenti, hein, pour être dans le kick-off de SummerSlam. On aura le New Day, les champions, face aux Usos. Voilà, les 2 équipes se sont affrontées à Money in the Bank et à Battleground. C'était 2 très bons matchs tag team, les 2 meilleurs matchs tag team de cette année à la WWE. En tout cas, je parle pas de NXT. Hein. Et voilà, ce serait dommage qu'on n'ait pas ce match dans le show principal. Parce que, ok, ce serait leur 3e match, ce serait pas frais, je suis d'accord. Mais au moins, ce serait un match qui serait gage de qualité. On saurait qu'avec ce match-là, on ne sera pas déçu, quoi. Donc, si on a ce match-là en kick-off, je trouverais ça dommage. Si on l'a en show principal, ce serait cool. Bref, pour ce qui est des résultats, je vois le New Day conserver les ceintures. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Ça risque d'être un match plutôt cool, que ce soit pour le kick-off ou pour le show principal. Ensuite, pour les Raw Tag Team Championships, on aura Dean Ambrose et Seth Rollins contre Cesaro et Sheamus, les champions. Match qui semble évident à pronostiquer, surtout qu'on a appris
que Sheamus allait s'absenter après SummerSlam puisqu'il va tourner un film. Donc c'est évident. Victoire de Dean Ambrose et Seth Rollins. J'ai trouvé que ce qu'ils ont fait avec Ambrose et Rollins, c'était vraiment bien fait. Autant, vous le savez, hein, je chie souvent sur la WWE. Là, j'ai trouvé que pour le coup, ça avait vraiment été bien fait. Parce que voilà, la VE sait très bien que Ambrose et Rollins, le Shield, tout ça, c'est un truc qui rend nostalgique les fans. Et que, individuellement, même si leur booking a été absolument horrible lors des derniers mois, Rollins et Ambrose sont deux des chouchous du public. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont joué avec les sentiments des spectateurs en mode moi je veux bien qu'on se remette ensemble, l'autre qui dit ah non, moi pas cette semaine. J'ai bien aimé, c'était un coup il y en a un qui faisait confiance à l'autre, un coup c'était l'inverse. Et au final, voilà, quand les deux se sont enfin remis ensemble, putain, j'ai l'impression de parler d'un couple sérieux, le public a littéralement explosé. Voilà, quand c'est bien fait, comment ça se passe, tout simplement. Donc voilà, je vois une victoire de Ambrose et Rollins, ça risque d'être l'un des gros moments de ce SummerSlam. Et voilà, en plus de ça, on sera à Brooklyn, New York, le public sera chaud. Et en plus de ça, ça risque de vraiment donner un bon match tag team. Je sais pas si ce sera aussi bon que le match entre les Usos et le New Day, mais il y a potentiel à faire aussi bien en tout cas, très clairement. Ensuite, pour le titre US, on aura AJ Styles, le champion, face à Kevin Owens, arbitre spécial Shane McMahon. Stop, j'en ai marre. J'aurais jamais cru dire ça un jour, hein, mais Owens, Styles, j'en ai assez bouffé. C'est bon, stop. Je suis over, comme on dit, avec cette. J'en ai terminé. Dans ma tête, c'est terminé. J'en ai marre, c'est bon, stop. Je veux dire, ils se sont affrontés à Backlash, ils se sont affrontés à SmackDown, ils se sont affrontés à Battleground. C'est bon, stop. C'est assez, enough is enough. Je pensais vraiment qu'ils allaient donner quelqu'un d'autre hein, à Styles. Je voyais bien, genre par exemple, Styles face à Rousseff ou un truc comme ça. Parce que là, c'est bon, stop. C'est bon, on l'a assez vu. Donc, je vais être expéditif sur ce match. Vu les rumeurs d'un potentiel Shane McMahon contre Kevin Owens dans le futur, ce qui apparemment serait très très bien parti pour. Je vois pendant le match le début de la rivalité entre les deux. Shane va frapper Owens ou inversement. Je sais pas ce qui va se passer. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que AJ Styles va conserver le titre US. Ça me paraît assez prévisible. Je vois vraiment pas Kevin Owens redevenir champion. Controverse ou pas, je le vois vraiment pas redevenir champion. Donc voilà, je vois une victoire de AJ Styles. J'espère qu'ils vont faire un meilleur match qu'à Battleground. Je ne mise rien ce coup-ci parce que j'ai été déçu. Donc voilà, j'attends de voir. Ensuite, pour le SmackDown Live Women's Championship, on aura Naomi, la championne, face à Natalya. Affiche surprenante, hein. Moi je pensais vraiment qu'on allait avoir Naomi face à Charlotte. Et au final, non. Natalya, donc c'est vrai que c'est quand même assez surprenant. Match qui ne m'emballe pas des masses. La rivalité, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Elle a été mauvaise, on peut se le dire. Hein. Il ne faut pas oublier Carmella, Miss Money in the Bank. D'ailleurs, je vais en parler dès maintenant. Donc, qu'est-ce que je pense de ce match? En fait, je vois Naomi conserver le titre face à Natalya. Et je vois bien Tamina ou un truc comme ça arriver et attaquer Naomi. Ce qui en fait ferait suite à ce qu'on a eu en backstage cette semaine avec Tamina et Lana. Lana qui disait ouais tu vas voir je vais te faire de toi la femme à abattre à SmackDown, tu vas être invincible. Je vois bien genre Tamina faire un statement, attaquer Naomi et une fois que Tamina se soit barrée, mais qu'on ait Carmella qui vienne cacher sa mallette et qui devienne SmackDown Live Women's Champion. Donc voilà, c'est mon pronostic, je peux me tromper. Ils peuvent très très bien faire cacher Carmella à SmackDown ou au prochain pay-per-view. Donc voilà, je peux me tromper, mais je vais miser sur une victoire de Carmella. Et le match entre Natalya et Naomi peut être plutôt cool. Sincèrement, le match peut être bon. Donc voilà. Ensuite, on aura un match, comme on dit en anglais, pointless, match qui n'a absolument pas sa place. Je suis désolé, ce match n'a pas sa place. C'est le match le plus forcé, je crois, que j'ai vu depuis longtemps dans un pay-per-view. Ce sera John Cena face à Baron Corbin. Je vais vous expliquer pourquoi ce match est à SummerSlam. C'est simple, juste pour caser John Cena. Voilà, c'est juste pour caser John Cena. Ce match n'a absolument pas lieu d'être. Voilà, tout simplement.
ce match n'a pas lieu d'être. Alors vous allez me dire, oui, mais Corbin a perdu la mallette. D'ailleurs, je donnerai mon avis après. Mais voilà, John Cena, Baron Corbin, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je vais être expéditif là-dessus. Il y en a beaucoup qui pensent que Baron Corbin va se venger suite à son cash-in raté. Il y en a beaucoup qui voient Corbin défoncer John Cena. Je pense pas. Je pense que Cena va battre Corbin et je pense que Corbin, à la VE en tout cas pour cette année, c'est mort. Parce qu'apparemment il s'est attiré, pas les foudres, mais apparemment il y a beaucoup d'officiels qui ont changé d'avis par rapport à lui et qui apparemment seraient beaucoup moins chauds sur lui que dans le passé. Et donc voilà, je vois une victoire de John Cena. Ensuite, pour le WWE Championship, on aura le Modern Day Maharaja Jinder Mahal contre Shinsuke Nakamura. Alors, je vais vous dire mes plans que j'avais prévus avant le SmackDown de hier. À la base, ce que j'allais vous pronostiquer, c'est qu'en fait, je voyais Corbin intervenir pendant le match. Pendant, hein, pas après, vraiment pendant le match, quand les deux, admettons, seraient KO. Corbin cache sa mallette, arrive par exemple à porter son End of Days sur Nakamura ou je sais pas. Et en gros, les Singh Brothers vont le retenir par les pieds ou je ne sais quoi. Et en gros, Jinder Mahal aurait volé la victoire pour conserver la mallette. Donc je voyais Corbin louper son cash-in. Donc au final, c'est pas tout à fait passé comme ça, mais j'étais pas loin, puisque donc, ça y est, Baron Corbin a loupé son cash-in cette semaine à SmackDown. Donc c'est très surprenant parce que Baron Corbin, je le voyais très clairement devenir champion à SummerSlam. Beaucoup de monde le voyait devenir champion tout court. Hein. Je veux dire, même si c'était pas à SummerSlam, ça aurait été plus tard. Et c'est vrai que c'est un résultat très surprenant. La chose qui est à noter, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont énervés, c'est que Baron Corbin, en plus de ça, n'a pas catché à SmackDown. Le mec est arrivé frais, comme un gardon. Mahal s'est pris 2 attitude adjustment pendant son match. Il a eu un match de 15 minutes face à Cena. Et Corbin se fait surprendre sur un putain de roll-up. Je vous le dis franchement, si ça avait été un catcheur que j'appréciais énormément, je pense que je l'aurais eu mauvaise aussi. Mais vous le savez, je ne porte pas Baron Corbin dans mon cœur. Donc le fait qu'il ait loupé son cash-in, ça me dérange pas. En fait, je vais être franc avec vous, ça me dérange pas. Mais je comprends. Je comprends les gens qui soient fans de lui. Là, ça doit vraiment vous casser les couilles. Bref. Donc, du coup, ce match est prévisible as fuck. Je vois une victoire de Shinsuke Nakamura face à Mahal. Je vois pas Mahal sortir de Brooklyn, toujours champion. Surtout que cette même salle est un peu spéciale pour Nakamura, hein, puisque c'est là où Nakamura est devenu NXT Champion l'année dernière face à Samoa Joe. Donc voilà, ça ferait 2 années de suite que Nakamura remporte un titre majeur dans cette salle. Par contre, au niveau de la qualité, j'en attends rien du tout. Vraiment, j'en attends rien du tout. Ça m'emballe, mais alors pas du tout ce match, vous avez pas idée. Donc voilà, je vois une victoire de Nakamura dans un match qui s'annonce quand même moyen, pour pas dire mauvais. J'ai oublié d'en parler, mais est-ce qu'on peut parler juste 2 secondes de la build-up pour la rivalité entre Jinder Mahal et Shinsuke Nakamura? Est-ce que vous avez souvenir d'une rivalité aussi, j'allais dire mauvaise, mais elle est pas mauvaise, elle est inexistante cette rivalité. Et c'est pas un match lambda qu'on rajoute à la dernière seconde à SummerSlam. On parle du WWE Championship. J'avais presque oublié d'en parler, ça. Est-ce qu'on se fout de ma gueule? Est-ce qu'on se fout de ma gueule? On parle du titre le plus important de ta compagnie. La seule interaction de merde qu'ils ont eue, c'était pour dire aujourd'hui c'est la fête nationale en Inde, et l'autre qui se pointe pour dire ah non, c'est celle du Japon. Vous êtes sérieux? C'est de la merde. C'est de la putain de merde. That's what I called bullshit. Sérieusement. J'avais presque oublié d'en parler de ça. Tellement c'est choquant. Merde quoi. On est au second plus gros show de l'année et ils te pondent un truc pareil pour le WWE Championship. Sérieux? Come on. Sérieusement. Bref. Et enfin, le main event de ce SummerSlam absolument interminable. Ce sera un Fatal 4-Way pour le titre universal. Donc on aura Brock Lesnar, le champion, face à Samoa Joe, Roman Reigns et Braun Strowman. Donc je pense que je vais choquer personne en disant ça, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de fans.
c'est le match que j'attends le plus de ce pay-per-view, bien évidemment. C'est un petit peu comme si on avait les Avengers qui s'affrontaient. C'est un peu comme si on avait Godzilla contre King Kong, contre un T-Rex, contre Sangoku. Bon, j'abuse peut-être un peu, hein, mais c'est une affiche absolument ouf. Et ça, c'est un vrai main event. Et d'ailleurs, je le dis direct, hein, si on finit pas le show sur ce match-là, je pète un câble. J'en ai rien à foutre, hein, je préfère vous le dire. Si Nakamura gagne le titre et tout le machin, et que j'en ai rien à foutre. Hein. Si on finit pas le pay-per-view sur ce match-là, je pète un câble. Si on finit sur mal Nakamura, je pète un câble. Je vous le dis direct. Hein. Je vous le dis direct. Bref. Donc bien évidemment, c'est un match que j'attends. Il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport au fait que Lesnar devrait s'absenter, tout ce que vous voulez. Moi, je vais rester sur mes plans de base. Avant qu'on ait appris toutes ces news par rapport à l'UFC, John Jones et tout le machin. Je pense qu'ils n'ont pas fait ce Fatal 4-Way pour rien. Le truc est que, comme Iman l'a rappelé pendant au moins tous les Raw, à chaque fois qu'il était là, Brock Lesnar n'a pas besoin de prendre le tombé. Brock Lesnar peut très bien perdre la ceinture sans être inclure dans la fin de match. Et c'est ça pour moi la raison pour laquelle on a ce Fatal 4-Way. Je vois Brock Lesnar perdre la ceinture, mais du coup ça ne sera pas clean. On a d'ailleurs Paul Heyman qui a dit que si jamais il perdait ce week-end, il quittait la WWE. Alors il y en a beaucoup qui disent ouais mais c'est prévisible parce que Brock Lesnar est annoncé pour le prochain pay-per-view de Raw, à savoir No Mercy. Le nombre de fois qu'une salle a annoncé un match ou des catcheurs et au final ils n'étaient pas là ou ça s'est pas passé, laissez tomber quoi. Donc ça ne veut rien dire. Vraiment, je vous le dis, ça ne veut rien dire. Rien dire. Je vais prendre un exemple qui n'est pas comparable, ok, hein, mais pour le show de la WWE à Lille cette année, la carte a totalement changé. Hein. À la base, on devait avoir Aleister Black, au final, il n'était pas là. Donc, vous voyez, ils peuvent très bien annoncer des noms pour au final ne pas être là. Donc, cette news ne veut rien dire. Voilà, je préfère vous le dire. Mon avis sur ce match, qui je vois gagner. Je pense que Strowman gagnera le titre Universal. C'est pas une question de savoir si il va le gagner, c'est plutôt de savoir quand. Voilà. Mais je ne le vois pas gagner tout de suite. Donc Strowman, non. Lesnar non plus. Je pense que ça se joue entre Samoa Joe et Roman Reigns. Je pense vraiment que c'est les deux favoris pour ce match. Mais je vais utiliser le même argument que pour Brock Lesnar avec Roman Reigns. C'est que vu que c'est un match Fatal 4-Way, ils peuvent également se servir de cet argument pour Roman Reigns. En disant oui, t'as perdu, mais c'est un Fatal 4-Way. Donc, du coup, je vais pronostiquer une victoire de Samoa Joe. Je peux me tromper totalement, mais ce serait logique. Parce que le mec est on fire depuis 2-3 mois, il fait des promos de malade, il fait des bons matchs, il est chaud comme un... Il est chaud Samoa Joe, il est chaud, il en veut, et il a beau avoir plus de 15 ans d'expérience. Je veux dire, actuellement c'est l'un des personnages les plus cool, Raw, SmackDown, NXT confondus. Donc voilà, je vois une victoire de Samoa Joe pour clôturer ce pay-per-view, ce serait énorme. En plus de ça, on est à Brooklyn, le public je pense pètera un câble, mais c'est bien évidemment le match que j'attends le plus de ce pay-per-view parce que vraiment ça peut être un très très bon match. J'espère qu'ils vont pas me décevoir parce que c'est rare que je mets des attentes sur des matchs maintenant en pay-per-view. Dans le passé je le faisais beaucoup plus, mais actuellement je le fais beaucoup moins. Mais là, je vais mettre une attente parce que t'es obligé d'attendre ce match. T'es obligé de l'attendre. Donc j'espère qu'ils vont pas me décevoir parce que sinon je vais quand même être assez critique. Et ben voilà, écoutez, cette longue vidéo pronostic est terminée. Donc entre TakeOver Brooklyn et SummerSlam, il y a bien évidemment un show que j'attends beaucoup plus. TakeOver. J'attends beaucoup plus TakeOver Brooklyn parce que tous les matchs m'intéressent. Du côté de SummerSlam, c'est pas tout à fait le cas. Alors, il y a des matchs qui me donnent envie. Par exemple, le Fatal 4-Way match, je l'attends bien évidemment. Le match pour les ceintures par équipe d'Euro, je l'attends également parce que je suis investi avec la reformation du Shield. En termes de rivalité et d'affiche, c'est-à-dire les deux combinés, c'est vraiment les deux seuls matchs que j'attends vraiment. Ensuite, pour ce qui est des matchs qui sont alléchants, on va dire, sur le papier, sans prendre en compte, on va dire, les rivalités, on a Tozawa Neville, Bliss contre Banks, Balor Wyatt, ça peut être cool aussi, New Day Uso,
Styles Owens, même s'ils m'ont déçu en pay-per-view. Même Naomi Natalia, ça peut être cool. Même Naomi Natalia, ça peut être un match plutôt cool. Et pour moi, les matchs que j'attends vraiment les moins, vraiment, hein, que ce soit donc rivalité ou bien même tout simplement l'affiche qui ne m'emballe pas, forcément Big Cass, Big Show, Cena Corbin et Mahal Nakamura. Voilà, c'est les matchs que j'attends vraiment les moins de ce pay-per-view. Franchement, il y a moyen que le show soit pas mauvais, hein, mais je suis pas hypé parce que ce qui te fait hyper un pay-per-view, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, hein, mais c'est les rivalités. Il n'y a pas que les affiches qui normalement doivent te donner envie de regarder un pay-per-view. Il y a aussi les rivalités. Et les trois quarts des rivalités sont mauvaises ou alors limite inexistantes. Donc, les gars, je vous souhaite à tous un bon week-end catch. Vraiment, et j'insiste là-dessus, si vous suivez pas NXT, que vous avez jamais eu le courage, la force d'essayer de regarder, regardez TakeOver. Regardez TakeOver, vous allez vous prendre une claque dans la gueule. Je vous le dis, franchement, regardez TakeOver. SummerSlam, bien évidemment, je le regarderai. Je pense pas que je regarderai le kick-off parce que ça va être interminable sinon. Il y a 2 heures de pré-show, 4 heures de main show, ça fait 6 heures. J'aime bien le catch, mais 6 heures pour moi c'est beaucoup trop. Donc le kick-off, je ne regarderai pas. Je préfère vous le dire. Mais voilà. Ça reste quand même SummerSlam. On espère qu'on sera surpris, qu'il y aura des très bons matchs. Mais je vous le dis franchement, je pense que mon bilan de ce SummerSlam sera assez proche de celui qu'on a eu l'année dernière. Ben voilà, les gars, je vous souhaite à tous un bon pay-per-view. Mettez-vous bien, sortez les chips, la bière, le coca, bref, voilà, mettez-vous bien. On se retrouve normalement dimanche pour la review de TakeOver Brooklyn, qui s'annonce énorme. Et pour SummerSlam, normalement, vous l'aurez lundi. Je dis bien normalement. D'ici là, bon week-end à vous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.